Bienvenue à une toute nouvelle édition du TV Laval Nouvelle. Bel été à vous, peut-être période de vacances qui s'est entamée déjà. Puis on vient de sortir d'un long congé d'ailleurs au cours des derniers jours avec la fête du Canada. Et on y revient de ce long week-end qui s'est un petit peu gâché, si on peut dire, avec la pluie, qui s'est invité encore à la fête du 1er juillet. Pour une troisième année, on dénotait ce temps gris. Dame Nature qui est venue arroser la traditionnelle fête du Canada, qui est célébrée au centre de la nature. Si bien qu'au plus fort des festivités de ce tristounet, d'ailleurs, magnifique anniversaire du 150e de la Confédération, les organisateurs évaluaient la foule à quelques 3500 personnes. Et celle-ci s'était déplacée donc pour le spectacle en soirée qui mettait en scène Dumas et l'ex-leader du groupe Too Many Cooks, Richard Danjou. Et en début d'après-midi, l'événement qui a donné lieu à la non moins traditionnelle cérémonie d'assermentation de nouveaux Canadiens qui est présidée par Simon Durivage depuis la scène principale. 40 Lavallois qui ont ainsi prêté serment reçu leur certificat de citoyenneté d'immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada avant le partage d'un immense gâteau de fête par la suite. Le maire Marc Demers qui a profité de l'occasion pour saluer l'enrichissement culturel et la contribution qu'ils apportent à la communauté. Je souhaite que votre terre d'accueil soit à la hauteur de vos attentes, a-t-il dit, tout en affirmant que Laval sera une alliée de premier ordre dans leur nouvelle vie de citoyens canadiens. Directrice de projet à l'agence Tandem Communication événementielle, à qui Patrimoine Canada, d'ailleurs, avait confié l'organisation des fêtes du 1er juillet à Laval et dans le Vieux-Port. Isabelle Laplante a souligné le courage des festivaliers venus braver le mauvais temps pour célébrer au centre de la nature où 6 chapiteaux thématiques avaient été aménagés pour les divertir. Le maire de Laval, M. Demers, qui, accompagné de Mme Sandra Desmeules, qui a salué en conférence de presse la détermination, le courage de 2 femmes qui vont défier très bientôt le mont Washington pour sensibiliser la population aux multiples problèmes causés par la violence conjugale. Mme Sameline, d'ailleurs, qui est animatrice à notre station, Mme Betty Van de Lee, qui font une action méritoire pour changer les choses et transmettre un message d'espoir depuis les hauteurs du mont Washington. Vous comprendrez évidemment que je me joigne donc à la maison d'hébergement, le Prélude, pour applaudir et encourager la mission. Empower Woman 2 de Top a déclaré cet après-midi, donc, le maire de Mers, en se disant profondément convaincu qu'il reste encore à faire pour lutter contre la violence conjugale. L'acuité du problème de la violence, d'ailleurs, conjugale se traduit dans plusieurs statistiques suivies au fil des ans. À titre d'exemple, en 2014, les services de police du Québec, finalement, ont enregistré plus de 18 000 infractions contre la personne commises dans un contexte conjugal. Il s'agit du quart de tous les crimes commis envers la personne. Et en matière de violence conjugale, on doit rappeler que les femmes en sont les principales victimes à 79 % et pour les enlèvements et les homicides, elles représentent 100 % des victimes. Et ces 2 Lavalloises soutiennent la cause de la lutte à la violence conjugale en voulant sensibiliser la population. Elles veulent faire changer les choses par leur action et venir en appui à la Maison Les Préludes. Et avec son personnel, cette maison demeure une organisation de premier plan pour aider et protéger les victimes de ce fléau. Et malheureusement encore trop présente évidemment dans notre société. C'est ce qu'a conclu Mme Sandra Desmeules, qui est membre du comité exécutif et conseillère par ailleurs du district Concorde Bois-de-Boulogne. Vous pouvez faire un don en ligne pour la cause d'ailleurs au www.gofundme.com et puis vous allez retrouver toutes les informations pour Empower Woman 2 de Top. Alors pour soutenir cette cause de ces jeunes femmes. Co-accusé au procès de Gilles Vaillancourt, l'ex-directeur de l'ingénierie de Laval qui pourrait perdre son titre. Le 29 mai, Claude de Guise, qui a été déclaré coupable par le Conseil de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec de 3 accusations d'avoir manqué d'intégrité en ayant toléré un système de partage de contrats à Laval de 2002 à 2008 et en y ayant participé finalement. L'audience est passée sous le radar des médias depuis quelques semaines, mais c'est la première fois qu'un tribunal reconnaît que ce co-accusé de l'ancien maire de Laval, Gilles Vaillancourt, a agi comme courroie de transmission entre la ville et les entrepreneurs collusionnaires. Et selon des éléments de preuve déposés lors de l'audience, l'ex-dirigeant de l'ingénierie à Laval a orchestré pendant plus de 10 ans les offres de complaisance dans le cadre d'au moins une cinquantaine d'appels d'offres d'une valeur totale de plusieurs millions de dollars. Les tribunaux n'en ont toutefois pas fini avec M. de Guise. Il fait toujours face à des accusations criminelles de gangstérisme, de fraude et de corruption, en plus d'être poursuivi au civil pour plus de 10 millions par la ville de Laval. Aucun enregistrement de l'audience n'est disponible, mais des témoins présents dans la salle ont indiqué que M. de Guise a tenté de s'attirer la sympathie des commissaires en indiquant qu'il était sans emploi depuis cette saga, qu'il avait ensuite sombré dans l'alcool et qu'il aurait même failli y laisser sa vie.
Dans les admissions déposées devant les commissaires du Conseil de discipline, M. de Guise avoue qu'il a contrevenu au code de déontologie d'ingénieur, mais qu'il l'a réalisé surtout après son départ de la ville de Laval en février 2008. Depuis d'ailleurs, il diffère du bénévolat auprès d'un organisme communautaire pour tenter de racheter ses torts. Cette déclaration n'est pas sans rappeler celle de Gilles Vaillancourt qui donnait de son temps en 2015 dans une soupe populaire après avoir été accusé de gangstérisme, de fraude et de corruption. Au cours de la même audience, la procureure du syndic de l'OIQ et de M. de Guise ont recommandé communément au Conseil de discipline une radiation de 10 ans. Le tribunal a 3 mois pour rendre sa décision, mais soulignons que M. de Guise a déjà reçu une radiation administrative en 2015 après avoir arrêté de payer ses cotisations à l'OIQ. Fonds d'investissement Brookfield, proprio direct qui passe à des intérêts ontariens. La consolidation dans le secteur du courtage immobilier s'intensifie. L'agence proprio direct de Laval passe aux mains du fonds d'investissement torontois Brookfield. Et d'ailleurs, le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais le fonds Brookfield, qui gère des actifs de 250 milliards partout dans le monde, détient déjà au pays les bannières Royal-Lepage et Via Capital. Proprio direct appartenant à des intérêts québécois depuis 25 ans, l'entreprise dont le siège social est à Laval compte tout près de 700 courtiers partout au Québec. En 2010, Proprio Direct avait changé son modèle d'affaires au Québec en proposant aux particuliers de vendre eux-mêmes leurs propriétés avec l'assistance d'un courtier immobilier contre une commission minimale de 2 %. Ce modèle d'affaires a connu beaucoup de succès d'ailleurs au cours des dernières années au Québec. Mieux-être toujours menacé, dossier qu'on suit de très près depuis plusieurs mois ici, TV Laval Nouvelle. Un sursis supplémentaire n'est pas la solution pour empêcher la fermeture du centre de périnatalité Mieux-être, affirme Diane Lamarre, porte-parole du Parti québécois en matière de santé, d'accessibilité aux soins et de soutien à domicile. La situation est critique, rappelait-on d'ailleurs par voie de communiqué le 20 juin. Faute de financement, il pourrait fermer ses portes d'ici quelques semaines. Ce printemps de subvention de 35 000 puisé à même le budget discrétionnaire du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, avait permis à ce centre de ressources périnatales de poursuivre ses activités jusqu'à la fin juin. Une seule personne au Québec peut empêcher la fermeture définitive de Mieux-être à Laval et c'est le ministre de la Santé. Il est temps de conclure les discussions et non seulement d'accorder un soutien financier temporaire. Poursuit la députée de Taillon qui réclame pour cet organisme issu de l'économie sociale un financement stable et récurrent. Si rien ne bouge, cette ressource qui a pignon sur le boulevard de la Concorde à Duvernay fermera ses portes en juillet, enchaîne Mme Lamarre. Ni le ministre ni les députés de Laval ne peuvent rester ainsi les bras croisés, sinon ils porteront la responsabilité de la fermeture de ce centre si précieux pour la santé des tout-petits et qui est si utile aux familles de la région. Au cours de la dernière année, le taux de fréquentation a augmenté d'ailleurs de 42 %, confirmant la pertinence de l'offre de services dispensée aux femmes enceintes, de même qu'aux familles avec des jeunes poupons. D'autant qu'au Québec, on estime à 4 800 le nombre de bébés de moins de 2 ans sans médecin de famille. Ne manque pas de souligner Diane Lamarre. Et un organisme comme Mieux-être est absolument nécessaire aux familles de Laval, termine-t-elle, tout en précisant les quelques 4 300 naissances recensées annuellement sur l'île Jésus, ce qui en fait l'un des endroits au Québec où la population s'accroît le plus rapidement. Une grosse année pour plein d'organismes ou plein d'endroits ici à Laval. On propose des nouveautés pour la saison estivale. Musée Armand Frappier, est-ce que vous êtes déjà allé faire un tour? C'est dans votre cours, profitez-en. Et puis j'ai l'occasion de pouvoir en parler justement de ces belles expositions, de ce qui s'offre à vous en famille, des sorties très près de chez vous avec la directrice des contenus scientifiques, Martine Isabelle. Allô, Martine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Ça fait grand plaisir. Et 150 ans cette année pour le Canada. Puis j'ai le goût de parler de M. Armand Frappier. Oui. Parce que 150 ans, c'est de célébrer les gens, l'architecture, les artistes, l'art, mais également ceux qui ont façonné les personnages, les bâtisseurs, l'image de marque sur le plan international et sur le plan national du Canada. Et je pense qu'Armand Frappier, c'est pas peu dire, en fait partie de ces grands personnages. Ben oui, absolument. Donc, c'est un scientifique d'exception qui a vraiment contribué à instaurer des campagnes de vaccination contre la tuberculose, entre autres, au Québec, au Canada. Donc, il a vécu de 1904 à 1991 et il a vraiment été un scientifique marquant, un gestionnaire de santé publique important. Innovateur aussi. Oui, tout à fait, et qui croyait vraiment à l'importance de la prévention
et de l'éducation également. Donc, le musée Armand Frappier, on a ouvert nos portes en 1994 pour commémorer l'œuvre du docteur Frappier, puis continuer finalement à, comme lui, faire de la prévention puis de la sensibilisation à l'égard des enjeux en santé humaine. Qui sont multiples et qui, avec l'avènement de plein des changements climatiques, le fait qu'il y a des nouveaux virus qui se développent, les chambardements aussi de l'être humain, la pollution, ça amène des nouvelles maladies. On est confronté à ça, donc la recherche scientifique, c'est tellement important. Oui. Et puis c'est une de vos, évidemment, de vos chevals de bataille. Oui. Et puis parlons-en de Le cerveau, c'est génial, parce que c'est une exposition, il reste peu de temps. Je pense que c'est jusqu'au 30 août, on peut aller la voir, c'est ça? Absolument. Une très belle exposition qu'on a réalisée avec le Musée de la civilisation à Québec. Donc, on a été partenaire dans cette belle aventure où on souhaitait finalement faire découvrir aux gens un organe qu'ils possèdent tous et qui est très important, donc le cerveau. Un grand méconnu quand même. On sait tous qu'il est important, qu'on en a un, mais quel est son grand rôle, celui de nous garder en vie? Ça, déjà, les gens ne le saisissent pas toujours. Puis également, quelles sont les fonctions qu'il accomplit? Donc, la mémoire, l'apprentissage, la communication. Donc, à travers l'exposition, on découvre toutes ces grandes fonctions du cerveau. Les neurones et autres. Oui, bien, c'est les parties du cerveau, son fonctionnement, mais aussi donc, ce qu'il nous permet d'accomplir. Eh bien, donc, c'est une exposition très positive où on découvre toutes les beautés, les facettes du cerveau. Et est-ce qu'on a... puis je lisais également pour me documenter pour l'entrevue, vous n'avez pas de nouveauté cette année aussi, le cerveau sous haute protection, c'est ça? Oui, absolument. Donc, les gens qui viennent nous visiter au musée, bien sûr, ils visitent l'exposition, mais ce qu'ils aiment beaucoup également, c'est d'aller au laboratoire. Donc, cet été, vous avez raison, on présente l'activité cerveau sous haute protection au labo. Donc, les gens enfilent le sarrau, puis vont réaliser une expérience qui va leur permettre de comprendre comment notre cerveau, si important, est protégé. Donc, à l'aide, entre autres, d'une barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. C'est un mot bien compliqué. Oui, c'est ça, mais même pour moi, j'aurais la misère à le dire. En fait, c'est, vous savez, notre cerveau est irrigué par beaucoup de vaisseaux sanguins pour emmener l'oxygène, mais aussi l'énergie au cerveau, le sucre. Mais on ne veut pas que n'importe quelle substance puisse passer au cerveau. Donc, il y a une espèce de barrière qui le protège, finalement. Est-ce qu'on explique pourquoi certains enfants de 5-6 ans ont un taux de sucre plus élevé que d'autres ou ont de la misère à les dépenser? Non? On ne va pas vraiment là dans cet atelier-là. Moi, je suis encore là à 30 ans. Non, mais on explique, par contre, pourquoi la caféine, par exemple, peut passer cette barrière-là, mais pas d'autres substances. Donc, on parle vraiment que c'est une espèce de filtre. Il y a des substances qui peuvent passer, d'autres pas. Et on parle aussi que cette barrière-là, elle est très importante pour nous protéger, mais elle représente un défi également quand on veut emmener des médicaments au cerveau. C'est pas toujours facile. Les maladies, on parlait tantôt de ça. Puis d'ailleurs, tu sais, c'est... Mais rassurez-nous, en fait, c'est que Frankenstein, on n'est pas dans le laboratoire, là, on va pas... Non. On ne manipule pas de vrais cerveaux, c'est bon, vous me rassurez, ça c'est bien. Mais aussi, puis c'est quelque chose qui est reconnu chez vous, au Musée Armand Frappier, c'est le développement durable, qui pour vous, c'est une de vos lettres de noblesse également. On parlait d'environnement, on parle de développement durable, ça fait partie de votre ADN, ça. Oui, absolument. Donc, nous, on se concentre sur les activités qui touchent la santé humaine. Par contre, l'humain habite dans le milieu naturel, dans l'environnement. Donc, c'est sûr qu'à travers nos activités, on parle aussi des impacts de l'environnement sur l'être humain et vice-versa, de l'humain sur l'environnement. Par exemple, on a des camps scientifiques au musée. On a différents programmes pour les enfants de 6 à 13 ans, entre autres un programme de camp en environnement, mais également en neurosciences, en microbiologie, en biotechnologie. C'est très large, très vaste, là. Plusieurs sujets, mais donc pour parler de santé humaine, l'importance de prendre soin de notre santé, mais aussi, bien sûr, de la santé de la planète. Puis vous parliez de camp de jour, puis là, c'est un beau problème parce que là, c'est complet pour les camps de jour pour les jeunes. Absolument. 400 jeunes, je pense, qui sont dans différents thèmes, différents tout l'été. Exactement. Mais c'est la première fois que vous avez ce beau problème-là à gérer. Absolument. Pourquoi on enregistre ça cette année, selon vos observations? Écoutez, depuis plusieurs années, ce programme de camp scientifique connaît une belle croissance. Il y a vraiment un engouement et une satisfaction incroyable là, de la
la part de nos jeunes campeurs Ouais. et de leurs parents. Donc, cette année, vous avez raison, cet été, là, je crois qu'il ne reste plus de place, ou peut-être deux ou trois là. sous réserve, Ouais. mais vraiment, c'est la première fois qu'on atteint vraiment notre capacité à ce point-là. Donc, bien, c'est sûr que pour les années suivantes, on va essayer de voir comment on peut peut-être accroître un petit peu cette capacité. Ouais. Et bien, on invite les gens rapidement, là, dès le mois de février, on peut s'inscrire à nos camps en vue de l'été suivant. Ce sont vraiment des programmes de camps où les jeunes manipulent beaucoup au laboratoire, mais... Ils sont devenus des mini chercheurs en herbe. Absolument. Ils deviennent carrément... ils peuvent, oui, ils réalisent des activités que, pour ma part, j'ai réalisées à l'université, oui. au baccalauréat ou à la maîtrise. Là. Absolument. Vraiment des techniques de pointe, mais bien sûr, on leur présente de manière accessible, vulgarisée, puis en toute sécurité, on bien est sûr. loin de faire bouillir de l'eau en écologie ou en sciences physiques en secondaire 4 ou bref, au secondaire. Là, c'est vrai qu'on a... Puis est-ce que c'est pas l'avènement des médias sociaux, mais je dirais d'Internet aussi, qui font qu'on a plus accès à la science? Les jeunes on sait, sont très appelés à être là-dessus, très zappés par les tablettes et autres, donc ils peuvent avoir accès à la science plus rapidement, peut-être? C'est peut-être ça l'intérêt aussi? C'est possible. Je ne sais pas s'il y a des études qui montrent ça, mais non plus, mais j'avance ça. C'est une possibilité. En fait, ils sont exposés à toutes sortes d'informations. Et bien, quand ils viennent chez nous, on approfondit. On n'est pas en surface comme parfois sur les médias sociaux. Là, on essaie vraiment de comprendre les phénomènes. Il me reste peu de temps, mais je veux juste quand même dire que vous allez avoir une nouvelle exposition à l'automne, les allergies font jaser. Oui. Alors, en 30 secondes, de quoi ça va contenir cette exposition-là? Bien, c'est pas compliqué. Les allergies, c'est quoi? Les allergies, pourquoi elles sont là, pourquoi elles existent. Le pollen, présentement. Et que peut-on faire quand on souffre d'allergie? C'est plus d'une personne sur 4 qui sont touchées par les allergies, que ce soit les allergies saisonnières, les allergies alimentaires, les allergies aux médicaments. Donc, ça concerne beaucoup de gens, puis on veut expliquer qu'est-ce que sont les allergies, puis outiller les gens pour qu'ils puissent mieux vivre avec cette réalité. Bien, venez nous en parler à l'automne avec grand plaisir, oui. Et de cette belle exposition, puis évidemment, bel été pour vous, Musée Armand Frappier, puis allez découvrir de nouveau ce magnifique musée ici en territoire Lavallois. Merci beaucoup de venir nous en parler. Merci, César. On craint de nouveau pour la sécurité d'une adolescente. Le service de police de Laval qui réclame l'aide de la population pour retrouver Alexandra Martel, 15 ans, qui a été vue pour la dernière fois le 24 juin à la station de métro Berry-UQAM. C'est la seconde fois en 3 mois que la jeune fille disparaît dans ce secteur montréalais. Sa famille qui a des raisons de craindre pour sa sécurité. L'adolescente pourrait se retrouver présentement dans la grande région métropolitaine. Alexandra Martel est une jeune fille blanche qui parle français. Elle mesure 5 pieds 8 pouces, pèse environ 140 livres. Elle a les cheveux bruns, mais pourrait s'être teinte en blonde depuis. Elle a les yeux bruns et des taches de rousseur. Toute information qui permet de retracer l'adolescente sera traitée confidentiellement. Le 450-662-INFO ou bien le 911 sont des numéros pour finalement donner de l'information. Suspecté d'une tentative de meurtre en 1995, dans la matinée du 27 juin, le service de police de Laval qui a réussi à arrêter Sylvain Bellil, âgé de 50 ans, pour une tentative de meurtre commise il y a plus de 20 ans dans le secteur Sainte-Rose. On vous rappelle les faits dans la nuit du 11 août 1995 vers 1h15. La victime, alors agent des services correctionnels québécois, dormait tranquillement à son domicile lorsque le suspect se serait introduit chez lui et l'aurait poignardé à l'abdomen pendant son sommeil. À ce moment, plusieurs techniques d'enquête avaient été déployées afin de résoudre ce dossier, mais sans succès. Cependant, à l'aide de nouvelles technologies des analyses de certaines pièces à conviction, ces à l'époque ont récemment permis d'identifier Sylvain Bellil comme étant le supposé auteur de ce crime, soutient la police de Laval. L'individu était connu du SPL pour des dossiers d'introduction par effraction. Il a été interrogé par les enquêteurs avant de comparaître au palais de justice de Laval, faisant face à des accusations de tentative de meurtre, voies de faits graves et d'introduction par effraction. Toute personne ou des témoins qui pourraient détenir des informations concernant ce dossier peut les transmettre de façon confidentielle via la ligne info du service de police de Laval au 450-662-4636 ou le 911. À Fabreville, d'une dure collision entre motocyclistes et camionneurs qui retient notre attention, une confusion dans la communication de leur intention commune serait à l'origine d'un accident spectaculaire s'étant produit entre un motocycliste et le conducteur d'un lourd camion de pavage en fin de matinée, le 27 juin à l'angle du boulevard d'Agenais-Ouest et de la rue Esther. Et la collision s'est produite vers 11h40 alors que le camionneur circulait en direction ouest et s'apprêtait à tourner alors que le motocycliste roulait en sens inverse. Il semble que chacun a fait signe à l'autre de passer. Ils ne se sont malheureusement pas compris de mentionner Franco Di Genova, les affaires publiques du service de police de la ville de Laval. Ça a cogné sérieusement, pour paraphraser ses dires. En raison de l'impact, le motocycliste qui a subi de graves blessures, dont une fracture à la jambe, des contusions aux côtes et la possible perforation du thorax.
Il a été transporté à ce moment donc à l'hôpital. On ne craint pas pour la vie de la victime, heureusement, mais elle devrait garder d'importantes séquelles de l'accident. Les patrouilleurs ont dressé une scène pour déterminer la cause exacte de la collision fermant le boulevard d'Agenais entre les rues Élise et Esther. La circulation qui était donc à éviter dans le secteur entre les boulevards Curie-Labelle et Gabriel. 5 voleurs à la tire interceptés dans le cadre d'un projet appelé Gazelle. Le service de police de Laval a procédé à 5 arrestations le 21 juin de voleurs de portefeuille, soupçonnés aussi de fraude atteignant plusieurs milliers de dollars. Avec la collaboration du service de police de la Ville de Montréal, plus de 50 policiers ont mené des perquisitions à 5 adresses de Laval, Montréal et Brossard. Plusieurs éléments ont été retrouvés dans ces lieux permettront de faire progresser l'enquête. Fait valoir la police de Laval. Des 5 arrestations, 2 hommes et une femme ont déjà comparu au palais de justice de Laval pour différents dossiers survenus depuis octobre 2016. Les personnes arrêtées sont reliées à plusieurs autres dossiers du SPVM. Ces individus ont été détenus et d'ailleurs vont revenir dans la cour sous peu. Ce sont Valide Benadoua, 29 ans, Aminé Reda Kadri, 37 ans, Rosa Zetchi, 28 ans, Anas Sanad, 23 ans, ainsi que Abel Daker Betchou, 47 ans. À la suite de la médiatisation de cette concentration de voleurs à tir en mars, l'information obtenue d'ailleurs a permis de faire des liens avec des événements similaires survenus dans d'autres villes, dont Montréal. Le partenariat entre les enquêteurs a permis d'identifier des suspects communs et de leur partager leur connaissance des suspects. Leur façon de travailler était d'ailleurs similaire. Et ces suspects ciblaient les portefeuilles qui étaient facilement accessibles, notamment dans les poches de manteaux et vestons ou dans les sacs à main laissés sur le dossier des chaises. Une fois en possession des diverses cartes de crédit, plusieurs fraudes étaient rapidement commises. Et malgré le même modus operandi, eh bien, il n'avait pas raison de croire que les suspects faisaient partie d'un réseau organisé de confier Evelyne Boudreau, porte-parole de la police de Laval. Les suspects, d'ailleurs, demeurent toujours actifs et nous rappelons à la population de toujours être vigilante et de garder son portefeuille devant elle au restaurant ou bien au bar ou dans différentes institutions publiques. Ça a eu lieu dernièrement, les 7, 8 et 9 juillet, à l'hôtel Sheraton, le séminaire pour enfants amputés, les vainqueurs, appelés communément. Et ce sont les amputés de guerre. C'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1918 et qui est toujours présent pour venir en aide aux enfants, aux adultes, aux personnes qui sont évidemment actifs et qui ont d'une forme ou d'une autre finalement donc sont amputés. Et puis j'ai l'occasion de pouvoir parler de ce magnifique donc rendez-vous du séminaire pour enfants amputés, revenir un peu sur ce qui s'est tramé, sur ce qui s'est échangé comme idée et vous renseigner avec l'agente des communications des amputés de guerre, c'est Mme Cynthia Amel-Gamache. Merci d'être avec nous. Merci. Et aussi, c'est un ambassadeur, un jeune ambassadeur, très content d'accueillir Philippe Monette. Salut Philippe. Allô. Ça va bien? Tu es âgé de seulement de 15 ans, un jeune qui se mobilise comme ça pour la cause. Parle-moi un peu de ton histoire, évidemment. Comment tu vis aussi au quotidien avec une amputation? Eh bien, je suis né sans main droite. Ça a été facile, j'imagine, de tout de suite, déjà en très bas âge, de pouvoir vivre avec ça. En bas âge, ma mère m'a inscrit au programme des amputés de guerre et les amputés de guerre m'ont permis d'avoir du soutien pour avoir des prothèses et d'autres appareils. Et toi, tu es né comme ça, finalement, Oui, avec une amputation. Là, je suis né sans main droite. C'est ça. Et ça qui m'a permis de vivre une vie plus normale. OK. Et est-ce que tu dirais que les amputés de guerre t'ont permis, parce que tu as pu, avec des jeunes de ton âge, puis encore à 15 ans, en côtoyant des jeunes adolescents aussi, peut-être trouver un peu une estime de soi, parce que, tu sais, des fois, on peut peut-être être isolé parce qu'on n'a pas tous nos membres, puis on est différents. Est-ce que tu peux me parler de ça un peu? Oui. Les séminaires, ça permet de voir plus de personnes comme nous et réaliser que nous ne sommes pas seuls dans le monde et qu'il y a toujours plusieurs personnes qui seraient là toujours pour nous aider. Oui. Et toi, en tant qu'ambassadeur, justement, qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui nous écoutent présentement? Est-ce que tu as un message à leur lancer, à ceux qui peut-être connaissent pas nécessairement de gens ou qui peut-être parfois hésitent à entrer en communication avec des gens qui, par exemple, leur manquent un membre ou qui sont différents? Est-ce que tu as un message à leur dire? On a toute notre tête. Même s'il nous manque un bras, une jambe, on est juste des personnes normales et il n'y a aucune peur à avoir. C'est ça. Puis toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, tu es actif, tu as l'air d'un jeune homme très dynamique pour être ambassadeur. Là. Totalement. Là.
Et si je me tourne un peu vers vous, là, Mme Cynthia Hamel-Gamache, justement, je pense que c'est un exemple éloquent. Puis vous aussi, vous êtes aussi amputé. Donc, parlez-moi un petit peu en même temps de votre réalité à vous, votre implication aussi en tant qu'agent de communication des amputés de guerre, un peu, votre histoire, si on peut le raconter. Mon histoire est un petit peu semblable à celle de Philippe, c'est-à-dire que moi, je suis née avec des malformations congénitales, donc une amputation congénitale, communément appelée amputation congénitale. Donc, mes parents m'ont inscrit en jeune âge au programme Les Vainqueurs pour justement là, pouvoir avoir de l'aide pour défrayer les coûts des prothèses. Comme vous pouvez voir ici, là, j'en ai depuis que je suis née. Donc, j'ai appris à marcher avec des prothèses. On voit un petit peu la progression des prothèses qu'on a aujourd'hui par rapport à ceux qu'on avait auparavant. Donc, c'est vraiment une aide par rapport aux prothèses, mais aussi émotionnelle, si je pourrais dire, pour justement sortir un petit peu de l'isolement, comme Philippe l'a si bien dit, et vraiment aider là, à passer au travers toutes les difficultés que l'amputation peut mener là, dans une vie normale. Est-ce que d'être né ainsi, disons-le comme ça, est-ce que ça permet de mieux s'intégrer, de prendre plus confiance en soi que des personnes, des fois, qui ont 10, 15, 20 ans, de par vos échanges avec les autres personnes? Est-ce que c'est plus facile? C'est sûr qu'il y a des étapes d'adaptation, malgré tout, mais c'est sûr que j'ai pas eu à avoir de réadaptation. Donc, j'ai pas eu le sentiment de perte, mais il faut quand même accepter sa différence physique. Donc, c'est sûr qu'on passe par les mêmes étapes de deuil qu'une personne qui a un accident ou une maladie qui mène à l'amputation. C'est certain que j'ai pas les douleurs fantômes, choses comme ça, fort heureusement, parce que ce n'est pas quelque chose d'agréable. Donc, c'est certain aussi que j'ai appris à marcher avec mes prothèses, donc j'ai peut-être une démarche un petit peu plus dite naturelle que quelqu'un qui réapprend à marcher là, avec une prothèse. Mais chose certaine, les amputés de guerre, l'organisme vient en aide à toutes gens qui sont amputés, donc autant à la naissance que ceux qui s'est survenu à cause d'une maladie, comme on disait tantôt. Et justement, le séminaire qui s'est déroulé donc au cours des dernières heures, il faut spécifier que c'était quand même un séminaire pour enfants. Mais quand même, c'est tout le monde qui a pu échanger là, lors de ce séminaire-là. Oui, bien en fait, ça aide vraiment aussi les familles qui vivent peut-être eux aussi de l'isolement par rapport à l'aide qu'ils peuvent offrir à leurs enfants. Donc, on montre vraiment qu'en tant que parents, on peut les aider à travers les cheminements scolaires, le permis de conduire, les premières relations amoureuses. Donc, c'est vraiment important pour les parents d'avoir tout ce soutien-là des autres parents qui ont vécu la même chose, que leurs enfants sont rendus plus vieux. Donc, Philippe, par exemple, est conseiller junior. Il peut aider les autres parents, les autres enfants à montrer que lui, c'est un modèle. Il a réussi à progresser dans son parcours scolaire, passer son permis de conduire, des choses comme ça. Donc, il va montrer aux autres que tout est possible malgré la perte d'un membre. Ouvrir la voie. Oui, exactement. Ouvrir la voie. Puis, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des besoins, je vais me tourner vers vous deux, pour la question, mais est-ce qu'il y a des revendications, j'oserais dire, ou des besoins spécifiques qui, peut-être, on pourrait avoir de l'amélioration, disons. Par exemple, je dis ça comme ça, dans l'espace public, quand on va dans le métro, en milieu urbain, dans des endroits publics comme les hôpitaux, est-ce qu'on doit peut-être, pour les amputés, peut-être leur permettre de mieux s'intégrer? Y a-t-il des choses qu'on pourrait faire, selon toi? Puis évidemment, vous aussi, là, Cynthia? Bien, si je peux me permettre, tu pourras peut-être ajouter après ce que tu en penses, mais moi, c'est vraiment démystifier un petit peu l'amputation. Les gens croient à tort que parce qu'il te manque une jambe, tu ne pourras pas vivre une vie normale, marcher, etc. C'est certain que toutes les amputations sont différentes. S'il te manque 2 jambes en haut des genoux, c'est certain que c'est différent que moi, que mes amputations sont en bas des genoux. Donc, c'est sûr que moi, je démystifierais plus l'amputation si ça serait que moi. À travers les hôpitaux aussi, certains médecins ont peu de connaissances envers l'amputation. Donc, mais pour les endroits publics, c'est certain que l'accessibilité, c'est toujours une question d'actualité. Ça, c'est pour tout le monde, je crois, là, parce que dans ta vie, tu peux avoir besoin d'accessibilité, même si tu n'as pas une différence physique. Là, il peut t'arriver un accident. Tu vas avoir besoin d'avoir plus d'accessibilité au cours de ta vie. Exactement, ascenseur et compagnie, pour pouvoir, au lieu d'utiliser les marches. Et je veux avoir ton opinion parce que c'est un regard frais, c'est un regard calqué sur la jeunesse et sur les prochaines années. Philippe, alors, toi, est-ce que tu as des observations, par exemple, dans ton école secondaire ou dans des endroits que tu fréquentes? Moi, j'ai jamais vraiment eu de gros problèmes. Au primaire, il y avait eu plus de problèmes avec d'autres personnes, mais les amputés de guerre et moi, on a fait des présentations pour avertir l'école de mon problème et ça a vraiment aidé. Au secondaire, et plus on avance dans la vie, les personnes sont plus ouvertes et c'est beaucoup mieux.
c'est ça. Donc, tu as ton cercle social, tes amis, les gens connaissent ta réalité, sont peut-être plus matures, disons, aussi, pour comprendre ce que tu vis, là, finalement. Là. Oui, en effet. Tout à fait. Et d'ailleurs, là, on parlait du séminaire, donc ça a été un lieu de rencontre, mais ça, il faut dire que ça a lieu chaque année, si j'ose dire, c'est ça? Effectivement, mais il y en a un dans la région de Laval à chaque année et un dans la région de Québec. Okay. Donc, il y a vraiment des séminaires partout au Canada, mais pour les séminaires dits francophones, là, c'est principalement dans Québec et Laval. Exact. Oui. Il nous reste peu de temps, mais je veux dire que, puis je le disais d'emblée dans le coup d'envoi de cette entrevue, c'est un OSBL, donc il faut dire que les fonds que vous avez pour pouvoir donner des services à Philippe, puis bon, à vos usagers, c'est par le public, le don du public que vous pouvez continuer à... En fait, c'est un organisme non gouvernemental, donc on ne vit que par les dons du public pour défrayer les coûts des prothèses, pour pouvoir faire des séminaires, puis donner un peu du soutien là, aux toutes les personnes amputées là, au Canada. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir ces dons-là. Notre seul moyen de financement, même si c'est un service qui est à la base gratuit, c'est les petites plaques porte-clés que le public connaît, là, le service des plaques porte-clés. Si vous perdez vos clés, nous, on va vous les retourner gratuitement chez vous. Donc, c'est un service qui est à la base gratuit, mais on accepte tous les dons là, du public. Certainement. Puis, bien, bravo. Vous êtes un bel exemple, justement, que... On doit continuer, justement, pour ceux qui ont peut-être une petite différence. Pour moi, j'en vois pas, là, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. C'est que vous avez toujours des projets puis que vous êtes très dynamique. Alors, merci beaucoup de nous avoir parlé. Puis évidemment, toutes les adresses sont déjà au bas de l'écran pour pouvoir donner des dons et aller se renseigner sur les amputés de guerre. Merci à vous. Écrire pour voir davantage de femmes en politique. Pour son premier livre et roman Tendresse PQ, paru avec l'accompagnement de Bouquin-Bec, Josée Desbiens qui a plongé dans ses souvenirs de la politique municipale. Elle qui en a côtoyé d'ailleurs plusieurs politiciens, dont durant 5 ans l'ancien maire de Montréal, Jean Doré, en tant que traductrice et attachée aux communications. L'auteur de Sainte-Dorothée qui a désiré s'adresser à tout le monde, tout en ciblant particulièrement un public féminin par cette histoire d'amour et amitié moderne sur fond de campagne électorale et d'engagement vers la communauté. Au-delà du cynisme et de la corruption, il y a au Québec des hommes et des femmes qui, d'ailleurs, travaillent chaque jour au bien-être de leurs concitoyens pour, évidemment, rappeler un peu ses paroles. Et son héroïne, Judith Carignan, est une mère divorcée, jonglant avec ses 2 adolescents et ses retrouvailles avec un ancien camarade du secondaire alors qu'elle fait le saut en politique municipale. Ce n'est surtout pas un essai, bien que je m'y oppose au cynisme ambiant entourant cet univers dont l'actualité est souvent négative, d'affirmer Josée Desbiens, qui garde en mémoire de ces années au sein du Rassemblement des citoyens de Montréal, qui avait fait élire pour la première fois 15 femmes, leur accordant des postes névralgiques dans l'administration de la métropole. À force de malmener le métier de politicien et politicienne, on se retrouve avec des gens qu'on ne veut pas là, poursuit la mère de 3 enfants. J'ai aussi voulu parler de la conciliation travail-famille, des droits des conjoints de fait et du retour des femmes sur le marché du travail après la maternité. Ayant commencé l'écriture en 2010, Josée Desbiens a pris le temps de bien fignoler son histoire avant d'envoyer son manuscrit à une dizaine de maisons d'édition pour finalement choisir le service de publication Bouquin-Bec, où il est possible de commander en ligne le titre de son choix. C'est un rêve de retraite que je réalise avec la parution de ce roman de conclure l'écrivaine lavalloise. 2 générations récompensées par la FLL, la poétesse lavalloise Nancy R. Lange et l'étudiante en littérature Chloé Lompré ont décroché respectivement les 1er et 2e prix du concours de la chronique littéraire 2017 de la Fondation lavalloise des lettres. Avec Mathis-Soin, la traversée bouleversante de notre histoire honteuse, Nancy R. Lange a traité de son sujet avec empathie, quoique sans complaisance, proposant un bel équilibre entre l'évocation et l'analyse. Discite le jury composé par les auteurs Aimé Dandois, André Laurier et le professeur de littérature Pascal Chevrette. Les juges ont aussi reconnu l'ouverture de l'auteur à la question autochtone et à sa capacité d'explorer un des angles morts de notre histoire. Le roman de Marie-Christine Bernard se passe sur 4 générations de femmes autochtones où chacune prend la parole tour à tour de mentionner Nancy R. Lange. C'est le cheminement personnel d'une autochtone qui essaie de retrouver sa dignité. C'est un livre essentiel en écho à la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Et l'un des critères importants du concours est de recevoir un texte ancré dans la réalité de Précisie Claire Varan, qui est présidente de la FLL. Avec une langue recherchée, un style efficace, Mme Lange donc rend hommage, il rend compte des qualités de cette œuvre littéraire extraordinaire. C'est un livre polyphonique où la voix bienveillante de la grand-mère lance la narration, servie par plusieurs autres voix construisant un récit dans une langue dépouillée et directe, avec des images très fortes et la charge émotive de la filiation, d'ajouter toujours l'auteur.
Et le deuxième prix, cette année, la FFL qui a reçu une trentaine de textes pour son concours annuel. Une élève du collège Montmorency qui a décroché le second prix avec un texte intitulé « À mort, Calvin Candy » sur le récit à la frontière de l'essai et de la fiction « Ma vie rouge », Kubrick, signé Simon Roy. J'ai voulu aborder la violence, la quantité d'obsession dans l'art, ce que les horreurs d'une œuvre peuvent induire en nous, de confier Chloé Lompré, évoquant le cinéma et la littérature des Quentin Tarantino, Stephen King et bien sûr Stanley Kubrick. Le rire à l'honneur cet été à la SAM, une frénésie humoristique va déferler sur la scène André Mathieu ces prochains mois, amorcée par les Jérémy Demé, Simon Leblanc et Julien Tremblay pour se poursuivre avec des surprises signées Louis-José Hood, Denis Drolet, François Bellefeuille, Philippe Laprise, Fabien Cloutier et beaucoup d'autres. Il y a un nombre impressionnant d'artistes qui nous arrivent pour des rodages laboratoires et première d'affirmer Julie Perron, directrice de Commotion, nouvelle appellation, vous le savez, de la corporation de la salle André Mathieu. Je pense aux Denis Drolet qui viennent essayer des blagues avec 2 micros en formule cabaret à la valeur sûre qui est Louis-José Hood, ou Philippe Laprise qui s'offre un entre-deux show pour tenter du matériel inédit. Nous nous dirigeons vers une année record pour les spectacles d'humour. Julie Perron, directrice générale de Commotion, évidemment, pour rapporter ses dires entrevoit le tout avec beaucoup d'enthousiasme. Et ce qui reste de l'été sera ponctué des passages de Louis-José Hood du 12 au 22 juillet, les Denis Drolet du 13 au 15, Fabien Cloutier du 19 au 22 juillet, François Bellefeuille le 28, Phil Roy, le Lavallois d'origine du 3 au 5 août, Simon Leblanc les 4, 5, 11 et 12 août, ainsi que Pierre-Luc Pomerleau le 18 août, Anthony Kavanagh de retour de l'Europe du 21 au 24 août, Louis T le 25 août, Yves Pépeltier, RBO qui se lance d'ailleurs dans un premier one-man show du 28 au 30 août, et Laurence Paquin du 31 août au 2 septembre. On mise encore beaucoup sur la relève, une tradition de longue date chez nous de souligner Julie Perron. Plusieurs jeunes humoristes assureront la première partie des noms plus connus. Notons que Claudine Mercier et Mariana Mazza, une fille de chez nous, viendront aussi faire leur tour en septembre. Et côté théâtre, et Rémi Girard, du 8 au 19 août, la salle André Mathieu accueillera la Comédie Française. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Des Français Philippe de Chauvron et Guy Laurent, mettant en vedette 12 comédiens, dont Rémi Girard, Micheline Bernard, Marie-Evelyne Bibeau, Albert Coine et Yanodiko Ndoua. Emmanuel Renbach a adopté à la sauce québécoise cette histoire d'une famille où chaque fille fréquente un jeune homme de culture différente, un Chinois, juif et arabe. Ce n'est pas du théâtre d'été de mentionner Julie Perron. Le propos est très actuel et drôle à la fois en abordant les préjugés que l'on peut avoir devant certaines communautés culturelles. Également, Rémi Girard est excellent dans le rôle principal, dit-on. Alors, ce sera à voir au cours des prochaines semaines durant la belle période estivale. C'est un des films qui pourrait bien être l'une des surprises de l'été. Je pense qu'on ne le voyait pas arriver nécessairement dans le radar des films qui pouvaient être les plus pertinents pour les cinéphiles cet été. Et en plus, le titre aussi. Le titre, Baby le chauffeur, pourrait peut-être aussi nous faire un peu douter, mais ce n'est vraiment pas le cas et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. On vérifie le tout avec Nicolas Vincent Poirier, notre expert cinéma. Salut Nicolas! Salut! Je le lance d'emblée. Je pense que ça pourrait être une des surprises de l'été. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une surprise de l'été. Pour ceux qui connaissent le réalisateur Edgar Wright, c'est pas vraiment une surprise parce que ce gars-là, quand il fait un film, c'est quasiment tous des films cultes qu'il fait. Il a commencé en 2004, Shaun of the Dead, 2007, Hot Fuzz, Scott Pilgrim vs. The World en 2010. Donc, c'est pas mal des films cultes qu'il fait et je pense que tous ces fans comme moi, on s'attendait à ça. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime aussi de ce cinéaste-là, c'est qu'il n'a pas fait tant que ça de films. Non, il y a toujours un délai de 3-4 ans entre chacun de ses projets. Donc, il a l'air de bien choisir ses projets et de bien les orienter vers ce quoi les gens ont compris sa signature puis aiment de ce qu'il fait comme apport comme réalisateur, finalement. Oui, lui, il fait de la qualité. Tu prends Scott Pilgrim vs. The World en 2010, il y a tellement d'idées dans ce film-là. Je pense que tu pourrais condenser tous les films de Steven Spielberg ensemble et arriver juste au niveau de la quantité d'idées, comme tu arriverais à peine à ça. Puis j'ai donné Spielberg comme exemple parce qu'il y en a produit des centaines, tu sais. Donc, Baby Driver, contrairement aux autres qui se passent, quand même assez rapidement, je te dirais, ce film-là, quand même, prend son temps. Ouais. On dirait que c'est un Edgar Wright plus mature qui a écrit et réalisé ce film-là. Et moi, c'est un de mes films préférés de 2017 jusqu'à présent. Mais je dis qu'il a pris son...
y a une certaine maturité, en tout cas, pour avoir fait ce film-là, mais ça fait depuis... Il a commencé à écrire le scénario en 95. OK, donc c'est vraiment longtemps que ça mijotait dans sa tête. Oui, il a eu l'idée en 94, il a commencé en 95, il a terminé en 2011. Et c'est quoi, j'avais peur au début. Au début, j'avais peur en voyant la bande-annonce, puis dans les premières minutes du film, que ça devienne un peu comme un Jason Statham avec sa voiture, là. Le transporteur, je pense. Oui, exactement. J'avais peur un peu que ce soit la même chose. Parce que, faut dire, la trame narrative, disons, le synopsis et le suivant, c'est que au départ, c'est un jeune homme qui, lui, a un accident de voiture quand il était jeune, en est resté avec quelques séquelles, ses parents sont décédés, il fait de la couffaine, alors doit écouter de la musique en tout temps. Lui, donc, doit comme un montant d'argent envers un macro qui est incarné par Kevin Spacey, qui d'ailleurs n'est pas vraiment très présent dans l'histoire. Il est bon. Son rôle est super important et tout le monde est excellent dans le film. Autant Jamie Foxx. C'est vrai que Jamie Foxx. Son personnage me fait penser à celui qu'il y avait dans Horrible Bosses. Je sais pas, juste un petit peu... Puis, en tout cas, juste pour finir un peu, pour le placer les gens, là, finalement, lui conduit les voitures lors de vols, de banques et autres. Et lui sert de... Puis c'est évidemment tout un conducteur, finalement. Là. Donc, c'est pour ça que je faisais le rapprochement avec... J'avais peur que ce soit le cas, mais c'est pas le cas. Et comme tu as dit, je pense que la part des différents acteurs connus, Jamie Foxx et compagnie, ça aurait peut-être pu voler la vedette à un jeune homme, un acteur moins connu comme Ansel Elgort, j'espère bien le dire, mais je pense pas qu'il va nous appeler pour nous dire que... On s'est pratiqué tantôt, puis je pense que c'est bien, mais je pense pas qu'il va nous appeler pour nous dire que c'est pas correct. Fait que c'est correct. On va l'assumer, mais lui, je trouve que c'est une belle révélation. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, il est excellent dans son rôle. Écoute, j'ai rien de négatif à dire sur ce film-là, et je te dirais que même au niveau des effets spéciaux, tu sais, aujourd'hui, le CGI, les green screen, il y en a partout. Puis avec les grands, tu sais, avec les rapides et dangereux qu'on a vus, avec les voitures, tu sais, on a vu plein d'affaires, puis on dirait que ça, c'est quand même intéressant. C'est d'autres choses. Il n'y a pas le côté flash de rapide et dangereux. Et dans ce film-là, c'est des effets pratiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de green screen pendant les poursuites on y de croit. Ben justement, ça se fait plus beaucoup en ce moment, ça. Et le film n'a pas coûté cher en plus. Il a coûté comme 34 millions environ, entre 34 et 40 millions. Et le fait de l'avoir sorti maintenant, au mois de juillet, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Mais vu que c'est Edgar Wright et qu'il y a beaucoup de gens qui suivent, le film est arrivé au numéro 2 avec, je pense, c'est 36 millions à travers le monde. C'est quand même pas mauvais. Oui, pour un film de 34 millions de budget, c'est sûr que le film va se faire énormément d'argent. Même s'il a commencé au numéro 2, c'est un succès et je suis sûr qu'il n'y en aura pas d'autres parce que Edgar Wright, jusqu'à date, n'a pas fait de suite. Et d'ailleurs, intéressant, mais pour les scènes d'action, les scènes dans les voitures, parce que c'est là un peu où il y a le plus d'action puis où on adhère beaucoup, on aime beaucoup en tant que cinéphile, elles ont été tournées de jour principalement. Et ça, c'est différent des Rapides et Dangereux et compagnie, où il y a beaucoup de scènes qui sont tournées la nuit de courses de voitures et autres. Et ça, c'était quelque chose d'assez intéressant, important pour... Je sais que ça a été une attention particulière pour recréer, quand tu as parlé de non-green screen, de créer quelque chose de vrai. Je sais qu'ils voulaient le faire de jour, c'était quelque chose. Et moi, je trouvais aussi, puis je voulais l'apporter avec toi, le côté ludique et le côté un peu cartoonesque des personnages. Tu sais de qui je parle? Darling, là, la femme, la fille avec son chum. Tu comprends le côté cartoonesque? Justement, cette fille-là, au départ, c'était censé être Emma Stone qui jouait le rôle. Et pour ce qui est de rôle interprété par Kevin Spacey, c'était censé être Michael Douglas qui était supposé interpréter le rôle. Finalement, bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais Michael Douglas, ce qui est drôle, c'est qu'il était censé aussi jouer dans Ant-Man. Oui, il a joué dedans, mais la version de Edgar Wright. Parce que pendant des années, pourquoi est-ce que ça fait des années qu'on n'a pas vu de film de Edgar Wright? Il travaillait sur le film Ant-Man. Finalement, il a quitté la production parce que ça aboutissait pas. Puis... Ça marchait pas et c'est normal avec ce type de réalisateur-là. Quand tu as ton style à toi, embarqué dans le style d'un univers cinématographique, c'est d'autres choses. C'est d'autres choses. Et aussi, rappelons le fait que la musique... Je pense que avec peut-être les scènes d'action, quelle bonne trame sonore. Et c'est probablement la fondation de ce film-là, du succès du film, avec les scènes de voiture, on s'entend. Alors, allez voir ce film-là. Tout est parfait dans ce film. Je suis d'accord. Parfait est un grand mot, mais je lui donnerais vraiment 9 sur 10, honnêtement. Moi, je lui donne 11 sur 10. 11 sur 10, tabarouette, tu sais pas compter. Alors, retourne l'école. Mais c'est ce qui fait mon charme. Ben ouais, je suis pas prêt à dire que t'en as. Non, c'est pas vrai. Hey, je te dis merci beaucoup. Et je t'aime. Ben moi aussi. On s'aime d'ailleurs. Ben oui. À bientôt, merci.
La ville oblige Guimont à arrêter son changement de vocation en raison du climat d'incertitude quant aux heures de glace disponibles pour la saison 2017-2018. Les élus municipaux ont voté jusqu'à l'unanimité le 20 juin en assemblée extraordinaire sur la mise en place d'un avis d'imposition d'une réserve d'une durée de 2 ans qui empêchera la famille Guimont de changer la vocation de son complexe sportif. Le conseil municipal a mandaté le service des affaires juridiques pour signifier et publier conformément à la loi sur l'expropriation cet avis de réserve. La famille Guimont avait décidé de changer sa vocation en transformant sa grande patinoire en entrepôt frigorifique afin que les affaires soient plus rentables. Elle ne pourra plus le faire. Nous voulons retourner à la table de négociation, précise le bras droit du maire David de Cotis. Et par cet avis de réserve, les autorités publiques, dont les municipalités, informent le propriétaire d'un immeuble que celui-ci est convoité par la ville et qu'il pourrait éventuellement être exproprié. La réserve prohibe d'ailleurs toute construction, amélioration ou addition sur le terrain, sauf les travaux de rénovation du complexe sportif Guimont, situé sur l'autoroute Jean-Noël Lavoie. Elle n'empêche toutefois pas le propriétaire de poursuivre l'exploitation de son commerce, ni même de vendre son bâtiment. Et cette mesure fait suite à la décision du complexe sportif, d'ailleurs, Guimont, de ne pas renouveler pour la saison 2017-2018 la location de plus de 1600 heures de glace. Et cette perte s'ajoute à la fermeture temporaire de l'aréna Heartland Monahan pour rénovation, ainsi qu'un manque d'infrastructures sportives sur le territoire lavallois. Le maire de Mers a précisé par voie de communiqué que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la consolidation du parc immobilier de la ville de Laval en infrastructures sportives. Il n'a pas pour objet de s'immiscer dans les affaires d'une entreprise privée. La réserve a été imposée pour permettre à la Ville d'évaluer toutes les options, et ce, dans l'intérêt des Lavallois. Et la Ville ne s'immisce en aucun cas dans les affaires de l'entreprise, réitère la porte-parole de la Ville, Caroline Elgagnon. Elle impose un avis de réserve sur un immeuble, comme elle le fait plusieurs fois par année dans d'autres situations, soit ouverture d'une rue, parc, espace vert. Utilisé de façon relativement fréquente par les municipalités d'ailleurs et les gouvernements, cet outil permet de s'assurer que l'immeuble visé ne subisse pas d'amélioration qui en augmenterait finalement la valeur. Alors, on pourra vous tenir au courant de ce dossier au cours des prochaines semaines. Larry Carrière, qui veut développer une culture gagnante avec le Rocket, le nouveau directeur général du Rocket de Laval, Larry Carrière, qui a la ferme intention de présenter une équipe gagnante aux partisans. Il veut développer une culture avec les jeunes, les vétérans et les entraîneurs. Il connaît la recette puisqu'il a remporté à 3 reprises d'ailleurs la Coupe Calder, la suprématie dans la Ligue américaine avec les Bears de Hershey en 2006, 2009 et 2010, la filiale des Capitals de Washington. L'implantation du club école des Canadiens de Montréal dans la municipalité du maire de Mers fait en sorte que son travail sera facilité. Je crois que les vétérans voudront jouer ici à Metz-en-Détour-Carrière. Lors d'un point de presse à la Place Belle, le nouveau domicile de la relève du CH, les joueurs de hockey veulent jouer à Laval. Ils savent que les partisans sont des passionnés de hockey et qu'ils seront derrière eux. Le directeur général adore le nom du Rocket et il souhaite que les joueurs aient autant de passion qu'avait Maurice Richard. Nous allons présenter une équipe avec un bon mélange de vétérans et de recrues avec du caractère. Les vétérans pourront aider nos jeunes sur la glace et à l'extérieur. Et par ailleurs, Sylvain Lefebvre aussi a été reconfirmé comme entraîneur-chef pour la saison prochaine avec les Rockets. Lui qui était à ce titre avec notamment les Ice Caps de Saint-Jean au cours des dernières années. Et puis Carrière poursuit en disant que plusieurs Québécois ont été invités à prendre part au camp d'évaluation. Il dit « Les joueurs francophones sont une priorité pour nous. Chaque fois que nous avons la chance d'en repêcher ou d'en acquérir, un par une transaction, on le fait, poursuit-il. Carrière a utilisé un discours similaire à Lefebvre, donc Sylvain Lefebvre, comme je vous spécifiais, entraîneur-chef, en refusant d'identifier le développement comme un problème chez le club école. On a pu développer beaucoup de joueurs et d'autres s'approchent de la Ligue nationale. Les ressources sont là pour aider les jeunes avec les entraîneurs de l'équipe. Ceux du développement comme Martin Lapointe, Rob Ramage et Francis Bouillon. D'ailleurs, le camp de développement, c'est débuté. Le Canadien qui a invité 42 jeunes à son camp de développement annuel qui s'est tenu du 2 au 5 juillet au complexe sportif Belle de Brossard. Sylvain Lefebvre et Larry Carrière auront les yeux, évidemment, qui étaient très grands ouverts par la suite pour scruter à la loupe les faits et gestes des espoirs. La liste des invités au camp du développement regroupe 21 espoirs repêchés par l'organisation, 6 joueurs obtenus à titre de joueurs autonomes, ainsi que 15 joueurs invités, dont les Québécois Alexandre Alain, Alexandre Goulet, Maxime Fortier et Jordan Boucher-Gould de l'Université Clarkson. Et qui sera le capitaine du Rocket pour la direction? Il est encore beaucoup trop tôt pour se prononcer, mais le poste est vacant. Max Friberg, qui campait le rôle de capitaine en 2016-2017, a décidé de quitter le club école des Canadiens. Il a signé un contrat avec une équipe de Ligue d'élite en Suède. Benoît Morissette devient grand maître en taekwondo. Le 27 mai, Benoît Morissette ne se doutait pas qu'il allait être nommé grand maître en taekwondo par nul autre que Chung Soo Lee au club de taekwondo Laval situé à l'école Les Cèdres à Fabreville.
Entraîneur à cet endroit depuis plusieurs années, Benoît a démontré son savoir-faire, à la fois ses habiletés physiques, ses connaissances et ses capacités d'enseignant. Il a donc ajouté avec succès un 7e dan à sa ceinture noire en faisant son pumsi, soit un kata, devant son mentor. Je pensais qu'on devenait grand maître lorsqu'on atteignait le 8e dan, avoue-t-il fièrement. J'évaluais mes élèves pour passer des grades de ceinture noire quand Chong Li m'a décrit sur un bout de papier 7e dan égale grand maître. J'ai vite compris. Le titulaire d'une ceinture noire, 9e dan, lui a donné une franche poignée de main en le félicitant. Nous avons un grand respect mutuel. Je ne pensais pas atteindre ce haut niveau. Chong Li est comme un père pour nous. Le taekwondo est un art coréen d'autodéfense qui a été introduit au Canada et au Québec, d'ailleurs par le grand maître Chung Soo Lee, à Montréal en 1964, donc pour ajouter évidemment à cet immense honneur. Et plus de 200 personnes, dont les fondateurs du club de taekwondo Laval, Gilles Morissette et son épouse Michel, parents de Benoît d'ailleurs, qui ont assisté à la cérémonie. J'étais gêné de recevoir pareil honneur. Lance-t-il, c'est le travail d'une vie, c'est énormément de sacrifices, des congés à mes frais, du bénévolat, des efforts. Benoît n'a pas l'intention de changer d'un iota. Je suis là pour aider la jeunesse, avoue-t-il humblement. Ce sont nos futurs médecins, enseignants, journalistes. Il faut bien les encadrer. Et c'est à l'âge de 17 ans qu'il obtient d'ailleurs sa ceinture noire. Au fil des ans, il a appris à mieux contrôler son corps, gérer le stress, affronter ses peurs et mieux se connaître. Tu peux arrêter de faire du taekwondo, mais le taekwondo te suivra toute ta vie, souligne celui qui occupe le poste de vice-président à la Fédération québécoise depuis septembre 2016. Alors, un très bel honneur pour ce Lavallois. Félicitations. 14 juillet au 20 août prochain se tiendra la 2e édition des Zones musicales à Laval. Je suis présentement avec la porte-parole des Zones musicales. Bonjour, Mélissa Lavergne. Bonjour. Mélissa Lavergne, tu es probablement la percussionniste la plus populaire au Québec. Pour les gens qui ne te connaissent pas, on t'a d'abord connue avec Belle et Bomme. Oui, effectivement, oui. Où est-ce que tu animes maintenant? Tu co-animes avec Normand Brathwaite. Oui, j'ai cette chance-là d'avoir un merveilleux mentor en animation qui est Normand Brathwaite, n'est-ce pas? Oui, puis là-dedans, tu as rencontré plein d'artistes émergents, des artistes connus également. Donc, c'est ce que tu continues de faire dans les zones musicales cette année, parce que tu auras toi aussi tes spectacles. Oui, effectivement, c'est ça. C'est un mariage tout naturel pour moi d'être aux zones musicales encore cette année, comme porte-parole. Ça, c'est une première fois, par contre, parce qu'il y a tellement une belle programmation. Évidemment, je vais présenter 2 de mes spectacles à moi. En fait, je vais jouer avec Papa Groove, qui est un band d'afrobeat que j'accompagne depuis longtemps. Et j'ai ma soirée le 30 juillet à la Maison des Arts de Laval. Soirée cubaine, soirée latine, soirée très chaude. C'est intérieur, mais on va s'arranger pour que le soleil brille à l'intérieur, faire danser les gens et tout et tout. Et bon, je vais faire des saucettes musicales un petit peu partout là, au courant de l'été dans la programmation des ondes musicales. Entre autres, comme saucette, tu vas la faire avec l'Orchestre symphonique de Laval. Est-ce que c'est la première fois que tu te produis en spectacle avec un orchestre symphonique? Non, j'ai eu la chance de jouer, en fait, avec l'Orchestre métropolitain. J'avais fait c'était toute une programmation américaine. Donc, on parle de Gershwin. Et ça ressemble un peu, en fait, à la programmation. Là, c'est Hollywood symphonique qu'on va présenter avec l'Orchestre symphonique de Laval. Moi, je vais présenter l'orchestre. Je vais pas jouer avec eux. Je vais être dans l'audience avec vous, avec les spectateurs, apprécier le spectacle. Mais je pense que ça va être riche comme programmation parce qu'il va se promener du jazz à la musique hollywoodienne de cinéma. Il va y avoir aussi, évidemment, des clins d'œil symphoniques classiques. Donc, je pense que pour quelqu'un qui aime la musique classique, pour quelqu'un qui a envie de découvrir la musique classique, c'est vraiment une belle opportunité. Et si les gens veulent te voir, parce que s'il y a quelques personnes qui ne te connaissent pas encore, ils peuvent également aller sur ton site Facebook et tu as mis des vidéos où est-ce qu'on peut te voir en perfo. C'est très vendeur, c'est très vendeur. Bien, merci, mon Dieu, c'est gentil. Évidemment, si vous ne me connaissez pas, je vous invite à faire des petites recherches Google et taper Mélissa Lavergne, tam-tam, peut-être. Exactement. Belle énergie. Non, mais ça donne le goût à tes spectacles. Donc, c'est ça pour Mélissa Lavergne. Si on revient aux zones musicales maintenant, les zones musicales, c'est une programmation assez incroyable. C'est des spectacles à l'extérieur, c'est gratuit. Et ça ressemble à quoi cette année comme programmation? Moi, en fait, je suis très fière d'être associée à un événement comme ça parce que, justement, on parlait de découverte, on parlait de valeurs sûres. C'est tout à fait ça, les ondes musicales. En fait, ils ont séparé la programmation en 4
styles musicaux. On a le classique avec l'Orchestre symphonique de Laval, par exemple. On a jazz avec les Bluebell Sisters, qui est un coup de cœur pour moi, une découverte que j'ai faite en feuilletant la programmation des ondes musicales de cette année. On a un volet plus pop-folk avec Patrice Michaud, avec les Sœurs Boulay. Et on a un volet, évidemment, c'est mon favori parce que c'est là-dedans que je suis née musicalement. Je parle de la musique du monde avec, évidemment, Papa Groove dont j'ai parlé plus tôt, Ma soirée cubaine, mais il y a aussi Ilam, qui est un griot sénégalais qui fait dans la chanson, je dirais, pop africaine. Il y a les Africana Soul Sisters et Bougat qui vont accompagner Patrice Michaud lors de la grande fête de clôture. Donc, en plus d'avoir les 4 styles séparés, eh bien, il va y avoir des collaborations entre ces styles-là. Et vraiment, moi, c'est ce que je trouve intéressant dans un festival comme celui-là, dans un événement comme celui-là, c'est de créer des rencontres qu'on n'aurait pas cru possible autrement. Donc, vraiment, les gens vont avoir des belles découvertes musicales, mais vont aussi voir des artistes qu'ils connaissent très bien dans d'autres contextes. Et ça, je trouve que c'est très, très précieux pour une programmation. Parlons-en de la grande fête de clôture. Qui est-ce qu'on peut s'attendre à voir à la grande fête de clôture? Et j'ouvre mon petit document ici, d'ailleurs, que vous devriez avoir reçu par la poste à Laval, Zone musicale. Il est magnifique, il est détaillé. On y retrouve tous les artistes. Je vous le montre rapidement comme ça. Et il est utile en entrevue pour une porte-parole. Alors, on parle de la fête de clôture. C'est du 18 au 20 août. Et chaque soir, donc, va avoir ses artistes uniques. Et je pense qu'une soirée, en tout cas, à ne pas manquer, c'est le 19 août. J'en ai parlé brièvement tantôt. On parle de Patrice Michaud, qui, c'est bien important de toujours faire attention à son pouls cardiaque, de regarder s'il n'est pas trop élevé. Alors, je pense que c'est ce qui fait Patrice Michaud. Je suis à côté, je le protège. Donc, le 19 août, il sera avec Bougat, Africana Soul Sister et Betty Bonifaci. Est-ce que tu as déjà vu Betty Bonifaci en spectacle? Je l'ai vue en spectacle à la télévision, mais pas live. C'est pas la même chose. C'est obligatoire. Je pense que dans une vie, là, il faut absolument la voir. C'est une reine musicale, une reine de la voix. Elle est incroyable. Alors, ce forfait-là, je pense que c'est à ne pas manquer. Et le 20 août, il y a mon ami Wesley qui donne dans la musique reggae haïtienne. Il est excellent avec Aphrodise. Et je ferai peut-être une saucette à cette soirée. Alors, c'est à ne pas manquer. Et le 18... Alors là, je reviens en arrière. On a parlé du 19, on a parlé du 20. Je reviens au vendredi. Le 18, il va y avoir Dabi Touré. Et Dabi Touré, moi, c'est une rencontre artistique marquante pour moi cette année à Belle-et-Bomme. C'est un superbe artiste. Écoute, c'est le poulain de Peter Gabriel. Et il sera à Laval. Sérieusement. Est-ce que vous voulez manquer ça? On ne veut vraiment pas manquer ça. Je ne pense pas. Donc, 18, 19, 20 août, c'est la grande fête de clôture, donc pop africaine. On ne veut pas manquer ça. Et tu as parlé un peu de coups de cœur. Quels sont justement tes coups de cœur cette année, toi? Bien, on en a un petit peu parlé. Il y a l'Orchestre symphonique de Laval, Hollywood Symphonique. Moi, ça me fait toujours rêver de la musique symphonique, surtout quand on prend des pièces hors contexte ou des pièces qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça, à grand déploiement avec orchestre. Donc, la musique de film, ça fait rêver, c'est le fun, on y va en famille, on est à l'extérieur. C'est vraiment super pour moi comme soirée. Avec M. Trudel aussi, qui est quand même assez créatif et je le vois totalement dans ce milieu-là de symphonie. Bien, tout à fait. C'est un chef, je pense, qui sait comment actualiser son médium, qui est l'orchestre symphonique. C'est un jazzman aussi. Donc, juste on parlait de collaboration ou de mix des genres tantôt. Je pense qu'il est le chef tout indiqué pour amener l'orchestre dans ces zones-là. Sinon, Ilam, dont j'ai parlé plutôt, un griot sénégalais, moi, c'est une grande découverte pour moi. Et je vous dirais, dans les coups de cœur, je vais prêcher pour ma paroisse, je vais être chauvine, mais Carlos Placeres, c'est un superbe chanteur de musique cubaine et c'est un excellent guitariste également. Et il sera à ma soirée à la Maison des Arts de Laval le 30 juillet prochain à 19h30. Donc, à ne pas manquer. Voilà. Mais merci beaucoup, Mélissa. Pour les personnes qui voudront avoir plus de détails sur la magnifique programmation et qui n'auront pas reçu le détail comme ça par la poste, ils peuvent se rendre sur le site de la Ville de Laval.
Tout à fait. En fait, c'était dans mes coups de cœur également, c'est le site des ondes musicales. Franchement, il est très bien fait. C'est séparé par zone ou par style musical. Donc, vraiment, vous pouvez, selon ce que vous avez envie de découvrir, selon ce que vous cherchez, trouver la réponse. C'est zonemusicale.laval.ca. Toutes les informations sont là. On vous attend à Laval cet été. Bien, merci beaucoup, Mélissa, et bon succès dans tous tes spectacles. Merci. Je vous rappelle que les zones musicales se tiendront du 14 juillet au 20 août prochain. Si vous voulez plus de détails sur la programmation, je vous invite à consulter le site de la Ville de Laval ou bien des zones musicales. C'était Caroline Lessard pour TVRL. Voilà, c'est ce qui complète cette édition du TV Laval Nouvelle. J'espère que vous êtes en mode vacances, en mode d'été, que vous en profitez bien. Continuez de nous donner vos commentaires, vos suggestions. TVRL.ca, notre page Facebook, TV Laval aussi, surveillez les différentes émissions, dont celle du TV Laval, les mises à jour. Et puis également, je vous rappelle, tous les dimanches matin, ici, c'est le bingo, de nouveaux jeux qui s'ajoutent. Toujours cette même cagnotte, toutefois très alléchante, à gagner, à remporter, soit 3 500 $, dont 2 000 $, la carte pleine. Donc, tous les dimanches matin ici, c'est bingo. Et je vous dis à très bientôt. Profitez du beau temps.